Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux. Là, je vois que vous êtes beaucoup connectés parce que comme certains d'entre vous effectivement me connaissent, on fait pas mal de conférences et là, alors je ne sais pas si c'est le sujet à la fois associé santé mentale et adolescence. Vous allez voir, c'est un sujet passionnant. Juste pour me présenter rapidement pour ceux qui me connaissent pas encore. Donc moi je suis médecin généraliste, spécialisé en santé psychologique depuis maintenant 25 ans, puisque je suis généraliste et psychothérapeute, et puis enseignant à la faculté de médecine de Lyon, en fac de médecine, fac dentaire, et à l'IAE de Lyon où j'enseigne le management et la bienveillance. Et puis mon activité au sein d'Altomodo associée à Christophe Gadea, psychologue social, où je donne des conférences et des formations pour sensibiliser le domaine de la santé psychologique d'une manière générale. J'ai été particulièrement ravi de préparer cette conférence pour vous, parce que c'est un sujet d'actualité certes, mais c'est un sujet très ancien. Et d'ailleurs, je vais aborder les choses en faisant appel à la fois à votre mémoire aussi personnelle, c'est-à-dire quelle adolescence avez-vous vécu, et puis en tant que parent, pour savoir comment vous accompagnez les enfants vers l'adolescence et l'adolescent vers l'âge adulte. Euh, c'est un sujet très passionnant. Alors en médecine générale, c'est encore un sujet encore plus passionnant parce que non seulement on a la santé mentale à traiter, mais on a aussi toute la santé physique des adolescents qu'il faut aussi savoir surveiller. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, moi j'aime bien redéfinir les choses, parce que quand on prend un titre, il faut déjà le décortiquer pour savoir de quoi parle-t-on. Finalement, qu'est-ce que l'adolescence? Si je mets du dictionnaire, et là cette fois-ci j'ai choisi le dictionnaire Le Robert, c'est l'âge qui suit la puberté et précède l'âge adulte. Bon, alors là je suis pas très satisfait de cette définition en tant que médecin, parce que plutôt que de parler d'âge, on devrait parler d'ailleurs de période. C'est une période qui suit la puberté et qui précède la période de l'adulte, mais vous allez voir qu'en fait, cette première définition, je suis désolé pour le Robert, mais elle n'est pas bonne. Et vous allez voir pourquoi. Deuxième définition, donc la puberté est définie selon toujours le Robert, le passage de l'enfance à l'adolescence. Bon, un peu plus intéressant, c'est l'ensemble des modifications physiologiques et psychologiques qui se produisent à cette époque. Ça veut dire qu'on considère la puberté au moment où il y a des modifications, que l'enfant commence à développer. Au niveau physiologique, c'est très simple, hein, c'est tout ce qui est hormones sexuelles chez les filles et chez les garçons qui vont développer principalement les organes génitaux, mais aussi une modification de la morphologie de l'enfant qui progressivement va se transformer en adolescent, puis après en âge adulte. Et alors on reverra évidemment les modifications psychologiques, parce que du coup ça a un lien. Notez au passage que chez la fille, la puberté, c'est entre 8 et 14 ans, et chez le garçon, c'est entre 9 et 14 ans. Et vous voyez un peu déjà l'énorme fourchette qu'on a du début et de la fin de la puberté. On parle d'une puberté précoce aujourd'hui quand c'est inférieur à 8 ans, et quand c'est inférieur à 9 ans pour les garçons, et d'une puberté tardive quand c'est au-delà de 14 ans pour les deux sexes. Si on continue, puisqu'on a mis une référence, c'était l'adulte, qu'est-ce qu'un adulte? Selon le Robert, qui est parvenu au terme de sa croissance. Alors là aussi, c'est pas très satisfaisant, parce que la croissance, elle se termine autour de 16 ans pour les filles, et un peu plus 17-18 ans pour les garçons, et une fois de plus, il y a une variabilité génétique, physiologique par rapport à cette fin. Donc plutôt considérer que quand on a fini sa croissance, t'as fini de grandir, t'es un adulte, et certainement pas non plus. Donc, soyons plus clairs. Et soyons plus clairs, et on va faire très simple pour avoir les idées justement très claires. Un adolescent, une adolescente, en fait, on va considérer que c'est plus un enfant, c'est plus vraiment un enfant, et c'est pas encore un adulte. Et je crois que déjà, si on part de ce constat-là, même vous en tant que parent, on peut déjà faire le diagnostic de dire tiens, mon enfant, il commence à avoir quelques critères, soit liés à la puberté, soit liés au début de l'adolescence, au niveau psychologique, et on verra quels sont les critères qu'on peut retenir, mais on sent que l'enfant est en train de changer.
Il m'est arrivé de recevoir en consultation des enfants de 9-10 ans amenés par les parents pour des troubles du comportement, en disant voilà, il est irritable, on le sent triste, il n'est pas comme d'habitude, etc. On a peur qu'il aille pas bien. Au résultat de l'entretien et de l'examen psychologique, le diagnostic, c'était que votre enfant est rentré dans l'adolescence. Or, si on reste clair, on peut définir l'adulte comme une personne qui est arrivée à une autonomie à tout point de vue. Ça veut dire qu'on considère un adulte autonome au niveau financier, et encore c'est pas l'essentiel, mais c'est-à-dire qu'il peut gérer son argent, il peut, même s'il est dépendant encore peut-être de l'argent des parents ou l'argent d'aide pour notamment faire des études ou autre chose, mais enfin, il est autonome à gérer ses affaires financières, autonome à gérer ses affaires administratives, c'est-à-dire capable de faire un dossier, remplir sa feuille d'impôt, etc. Autonome dans sa façon de décider les choses, sans forcément avoir besoin de l'avis des parents ou d'autres adultes. Autonome dans sa façon de circuler, alors que ça soit le permis de conduire, mais que ça soit aussi prendre le train, réserver des billets d'avion, etc., etc. Autonome dans sa façon aussi de penser, d'avoir des opinions politiques ou autres. Enfin voilà, ce qui peut caractériser psychologiquement un adulte, en dehors d'avoir fini sa croissance, c'est justement toute cette autonomie. Et donc vous allez voir évidemment que la fin de l'adolescence est très variable, avec même des adolescents finalement qui finissent jamais leur adolescence complètement, puisqu'ils ne rentrent pas vraiment dans l'autonomie. Un exemple, vous avez déjà entendu parler des incapables majeurs, juridiquement et médicalement et psychologiquement. Un incapable majeur, c'est quelqu'un qui est majeur, qui peut avoir 18 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, et qui est incapable d'être autonome et qui est sous tutelle et curatelle, et donc qui doit être protégé par rapport à cette absence d'autonomie, pour le coup, mentale. Pareil, intéressant, si on reste sur cette définition de l'adulte, on est sur les âges extrêmes, l'enfance, on peut aussi aller sur l'âge extrême qui est le vieillissement. Vous entendez évidemment parler de la perte d'autonomie, et il vous a pas échappé que certaines personnes âgées au grand âge sont dans une forme de régression en âge, qui explique d'ailleurs que parfois ils ont une forme d'adolescence aussi, au sens où ils perdent de l'autonomie, qu'ils revendiquent des choses, et que là on est en train de leur dire mets ton pull parce que tu vas prendre froid, ne fais pas ci, ne fais pas ça, comme si on parlait à un adolescent justement, et voire même dans les grands âges pour aller jusqu'à une régression jusqu'à l'enfance. Donc tout ça a un sens d'une continuité. Donc on est bien d'accord qu'on définit ça. L'adolescent, c'est plus un enfant, on voit bien que c'est plus un enfant obéissant, soumis, qui imagine ses parents comme étant merveilleux, etc. Donc il y a une modification psychologique, et c'est pas encore un adulte, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore autonome. Et à partir de là, on peut quand même définir beaucoup plus facilement le début de l'adolescence. On peut considérer qu'elle commence dès que l'enfant commence à revendiquer un désir d'autonomie. Et je trouve que si on a cet aspect-là, on peut mieux déjà, vous, en tant que parent, accompagner ce début d'adolescence. Parce que l'enjeu de l'adolescence, c'est de devenir un adulte, et donc c'est de devenir autonome. Or, plus l'adolescence commence tôt, plus on va percevoir que l'enfant, il est en train déjà de revendiquer l'autonomie. Alors par exemple, je vous donne des exemples que vous connaissez par cœur. J'aimerais un téléphone portable. Et je veux un téléphone portable parce que comme ça, après, comme ça, vous serez tranquille. Je pourrais aller avec des copains, des copines. Puis alors, c'est souvent leur argument, mais comme ça, je suis autonome aussi d'aller voir ce que j'ai envie de voir sur les téléphones portables, etc. On y reviendra évidemment à la fin de la conférence sur l'importance des réseaux sociaux. Mais c'est aussi j'aimerais rentrer plus tard ce soir. Voilà, il y a toujours une revendication. En plaisantant, je dis souvent que l'adolescence, finalement, c'est une forme de syndicalisme où on revendique des droits, on revendique des choses, et on a toujours l'idée d'obtenir toujours plus, hein, et d'une manière plus ou moins agressive, ou d'une manière plus ou moins violente. Mais on viendra aussi comment on peut accompagner cette transformation et cette revendication. Et cette période-là coïncide effectivement souvent avec le début de la puberté. Donc on a vu que l'âge de la puberté, c'était de 8 ans à 14 ans, de 9 ans à 14 ans pour les garçons.
Et donc du coup, à partir de 8-9 ans, on peut commencer à avoir un enfant qui commence à revendiquer certaines choses. Et donc on peut, à ce moment-là, si on prend ces notions simples, dire qu'il débute son adolescence et il la finira quand? Eh c'est là le grand problème, c'est que lorsque l'autonomie complète sera acquise, sera atteinte. Et donc ça dépend de chaque individu. Et puis je rajouterais que ça dépend du contexte social, de son environnement social aussi, puis de la façon aussi dont on les accompagne vers l'autonomie. Sociologiquement, il ne vous a pas échappé que globalement, on est en train de repousser l'âge d'adulte parce que on est en train de repousser le moment où on va acter l'autonomie. On a eu une génération où, alors typiquement, si on prend les garçons, la génération qui faisait le service militaire, ils faisaient le service militaire entre 18 ans et 20 ans, et souvent, à la sortie de cette année militaire, ou même ces 2 ans militaires, souvent, ils partaient des parents, ils partaient de chez les parents, et puis ils devenaient autonomes, puis ils avaient acquis peut-être aussi dans leur formation militaire aussi beaucoup d'autonomie. Bon, maintenant, il n'y a plus de service militaire, donc déjà pour les garçons, ça... Et puis pour les filles aussi, ce service militaire était aussi important aussi dans leurs relations sociales et éventuellement leurs relations sentimentales. Et puis, globalement, elles revendiquaient aussi une autonomie qui était beaucoup plus précoce. On va pas faire toute l'histoire, mais sociologiquement, évidemment, 68 et tout ce qui est sorti de 68, c'était une revendication aussi d'autonomie pour les filles comme pour les garçons. Aujourd'hui, l'autonomie, elle est un peu plus différée aussi par la durée des études, par aussi cette absence cette dépendance aussi financière, et puis peut-être des parents qui vont peut-être pas lâcher tout de suite l'autonomie. On y reviendra parce qu'évidemment vous aurez des questions à poser, voire même des remarques, voire même des oppositions à faire, que je prendrai évidemment avec plaisir. Sur le plan neuroscientifique en tout cas, si on revient à une base scientifique et solide, on considère que la fin de l'adolescence, scientifiquement, c'est 25 ans. Pourquoi c'est 25 ans? Parce qu'au niveau du néocortex, cette zone du préfrontal, on arrive à la maturité optimale. Pour faire un peu scientifique, on arrive à la fin de la neurogénèse, c'est-à-dire que la fin de la maturité cérébrale est liée à la fin de cette neurogénèse qui va se poursuivre par la suite, mais c'est le début de la neurodégénérescence. Je ne vais pas compliquer les choses, mais on est au maximum de la maturité cérébrale à 25 ans. D'ailleurs, si on prend la définition de la personnalité, on considère que la personnalité est stable et durable à partir du moment de l'âge adulte au niveau scientifique, à partir du moment où on a une maturité cérébrale au niveau du néocortex. Et donc ça c'est intéressant parce que ça signifie que jusqu'à 25 ans, même s'il y a une maturité ou une autonomie précoce, quand même cet être de moins de 25 ans n'aura quand même pas toutes les capacités cognitives pour complètement décider les choses. Alors, la fameuse phrase, de toute façon, à 18 ans, je ferai ce que je voudrais. Oui, certainement, sur le plan légal, à 18 ans, tu seras majeur, mais à 18 ans, il est possible que tu ne sois pas encore complètement adulte, avec une maturité cérébrale qui n'est pas complètement terminée, pour pouvoir pleinement décider les choses, même si tu les décideras, mais ce que je veux dire, avec une prudence aussi dans tes décisions, et donc peut-être avec la possibilité de continuer à les accompagner un petit peu. Vous voyez, c'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire, parce que, et d'ailleurs, j'ai une phrase que je dis beaucoup en thérapie aux parents par rapport à l'adolescence, je dis, l'adolescence, c'est pas trop près, pas trop loin. Donc, il faut pas être trop proche, il faut pas être trop s'éloigner, et il faut arriver, et c'est ça qui est difficile dans l'accompagnement de l'adolescence, c'est qu'on marche un peu sur des œufs, et j'espère que tout ce qu'on va mettre en place là vous permettra aussi de définir aussi votre rôle à ce moment-là. Si maintenant on a défini l'adolescence, on va définir maintenant la santé mentale d'une manière globale, et vous allez voir qu'on va la rapprocher du coup à l'adolescence. La santé mentale, selon l'OMS, cette fois-ci, l'Organisation mondiale de la santé, est définie comme un état de bien-être. Bon, de toute façon, l'OMS, à chaque fois qu'elle définit la santé, elle le définit comme un état complet de bien-être. Mais la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel. Très intéressant, tous les mots. Il faut savoir que l'OMS, quand ils définissent, ils mettent du temps à le définir, ils ont des grands experts, il y a des consensus qui s'établissent. On est au niveau mondial aussi, au niveau des consensus. Donc il faut bien comprendre que chaque mot qui sont inscrits dans les définitions des OMS sont très très réfléchis. Donc à réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Voilà ce que c'est qu'une bonne santé mentale. Donc bien-être
On pourrait presque le définir aussi comme un état de bonheur, au sens où je me sens bien. Alors, les étudiants disent être bien dans sa peau, c'est plutôt être bien dans sa tête. Voilà, en fait, en gros, je fais plutôt ce que j'aime faire, j'aime ce que je suis, je fais aussi ce que je suis, je peux considérer que c'est un état de bien-être. J'ai un potentiel qui est très variable d'un individu à l'autre, mais je réussis à le réaliser, c'est-à-dire finalement, je fais ce que je peux réussir à faire, globalement. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a des difficultés, et donc je fais face à ces difficultés. Alors, dans les précédentes conférences, si vous avez assisté par exemple sur la dépression, on parle de ressources. Hein, j'ai les ressources, le mental, les ressources, le moral, pour faire face aux difficultés de la vie. Et si par contre la vie est difficile, si j'ai des problèmes, si j'ai du stress, je vais diminuer ces ressources. Je travaille. C'est quand même, la l'AMS définit aussi qu'une bonne santé mentale est liée aussi au travail. Alors qu'est-ce que le travail? Le travail, c'est un effort, c'est faire un effort. Donc on reviendra sur le travail scolaire. Le travail scolaire, c'est faire des efforts pour apprendre, pour aller au collège ou au lycée, etc. pour l'adolescence. Puis à l'âge adulte, après, c'est un travail qui est rémunéré. Mais on peut considérer aussi qu'à la retraite, il faut continuer aussi à travailler quelque part, à faire des efforts, soit travailler son jardin, soit travailler dans une association, soit travailler. Et le jour où on ne travaille plus, est-ce qu'on peut maintenir un état de santé mentale complet, comme est défini à l'OMS, hein? C'est tous des questionnements aussi qu'on doit avoir par rapport à ça. Et d'une manière productive, on entend presque derrière la notion de rentabilité, c'est-à-dire que je travaille et je suis rentable dans ce que je fais au travail, efficace, efficience, et d'être en mesure d'apporter une contribution à sa communauté. Alors là, c'est formidable, vous allez voir, parce que on a des pistes incroyables pour maintenir une bonne santé mentale du coup des adolescents. Je vais faire un clic et je ferai un retour en arrière, parce que je pose une question dans le clic suivant. Par définition, est-il possible d'être en bonne santé mentale si on est adolescent? Et on va reprendre, si vous voulez bien, la définition de la santé mentale, et maintenant on va s'intéresser spécifiquement à l'adolescent, qu'on vient de définir. Ce n'est plus un enfant, ce n'est pas encore un adulte, il revendique, il veut être autonome de plus en plus, et il n'est pas encore en capacité d'être totalement autonome. Un état de bien-être complet. C'est-à-dire un adolescent, ce qui vous a peut-être vraiment, pas choqué, mais interpellé, c'est que, probablement, on a l'impression quand même que les adolescents, ils font plutôt la gueule, ou ils sont moins souriants, ou ils sont moins tout, etc. Ils se renferment, on ne sait pas s'ils vont bien, ils perdent un peu d'enthousiasme, etc. Et presque on leur demanderait, mais est-ce que t'es heureux? Et ouais, j'en sais rien, c'est quoi ta question, c'est quoi être heureux, etc. Donc vous voyez, rien que d'être en état de bien-être, c'est pas évident. Plus on a vu la puberté, donc la transformation du corps, la transformation des hormones, que ça soit la testostérone, la progestérone, les oestrogènes, enfin vous voyez un peu le bazar, plus la maturité cérébrale. C'est quand même une sacrée transformation à ce moment-là dans l'adolescence, hein. Donc pour arriver à être en état de bien-être complet, c'est déjà un peu compliqué. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est en mauvaise santé mentale. Qui permet à chacun de réaliser son potentiel. Le potentiel, c'est très intéressant, parce que comment définir à l'adolescence, on y reviendra sur la pyramide de soi tout à l'heure, mais comment peut-on définir à l'adolescence, c'est quoi mon potentiel? Je suis adolescent, c'est quoi mon potentiel? Eh ben j'en sais rien. Donc j'ai peut-être besoin justement des miroirs aussi des adultes pour me faire confiance aussi dans réaliser ce potentiel. En tout cas, s'il y a bien une période où on doit aider l'adolescent à réaliser ses rêves, c'est bien à ce moment-là. C'est-à-dire que ça soit à l'école, que ça soit dans le sport, que ça soit dans la culture, la musique, le théâtre, etc. Si un enfant et adolescent qui revendique une volonté parce qu'il sent qu'il a une capacité, c'est évidemment à ce moment-là qu'il va falloir l'accompagner pour développer déjà tout son potentiel. Parce que premier point qui va être très négatif, si on commence à le frustrer et on ne lui donne pas accès à développer ce potentiel-là, bah, ça va être juste déjà un non-sens par rapport à contribuer à sa bonne santé mentale. Faire face aux difficultés normales de la vie. Alors, c'est quoi les difficultés d'un adolescent? Eh ben, c'est les difficultés scolaires, c'est les difficultés relationnelles, c'est les difficultés aujourd'hui d'identité. Qui suis-je? Difficultés sentimentales, difficultés d'orientation sexuelle, difficultés existentielles.
Bref, et difficultés aussi de la relation, on verra un peu plus tard, avec les parents, avec les adultes. Difficultés qui peuvent être parfois malheureusement du harcèlement, de l'agressivité, de la violence, difficultés par rapport à des attirances pour des produits toxiques. Bref, on ne peut pas dire qu'un adolescent n'est pas confronté à des difficultés, même si il est dans une famille très aimante et très protectrice. Le collège, en soi, une cour d'un collège est déjà une difficulté en soi. Il faudrait, évidemment, si on plaçait des caméras sur une cour de collège, on y voit beaucoup de choses qui se réalisent et qu'on voit bien que c'est difficile de faire aussi sa place dans des groupes sociaux, etc., etc. Bref, l'enfant aura besoin de beaucoup d'accompagnement aussi pour faire face à ces difficultés normales de la vie. J'ai dit l'enfant, évidemment, enfant, adolescent. De travailler avec succès et de manière productive. Ça veut dire que pour aller vers une bonne santé mentale, il va falloir accompagner l'enfant. Alors, je vais prononcer un mot un peu difficile, mais à lui donner le goût de l'effort. C'est-à-dire que le travail étant un effort, oui, t'as pas envie de travailler, t'as pas envie d'aller en cours, t'as pas envie de t'entraîner ou t'as pas envie de faire telle ou telle chose. Et il va falloir peut-être que tu l'apprennes parce que ça va contribuer aussi à ta bonne santé mentale ici, maintenant en tant qu'adolescent et plus tard en tant qu'adulte. Intéressant parce que vous allez voir que du coup, si on perd aussi cette notion de travail, qu'on perd cette notion de les accompagner au goût de l'effort, quelles seront les conséquences ultérieures par rapport à leur santé mentale? Et c'est pas moi qui le dis, une fois de plus, hein, j'insiste sur l'idée que c'est bien la définition de l'OMS. Et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire que, en fait, quelle est ta place en tant qu'adolescent, futur adulte, déjà à contribuer à la collectivité? Quelle est ta place dans une classe, la place éventuellement du délégué, mais aussi de ce que tu peux apporter aux autres élèves? Quelle est ta place si tu es dans une association, non seulement ta contribution à l'association, au club, quelle est ta place? Donc on voit bien aussi l'importance des activités extrascolaires dans le développement aussi d'une bonne santé mentale. Je peux très bien avoir un adolescent qui se sent complètement exclu du système scolaire, qui trouve pas sa place, et puis finalement, grâce à une association, grâce à un club, là, dans ce club-là, dans cette association, il y trouve sa place, et surtout, on lui fait percevoir qu'il peut contribuer à la communauté. J'ai été entraîneur pendant 10 ans en athlétisme, j'avais que des adolescents dans mes groupes, hein, ça veut dire de 12 à 18 ans, dans les mêmes groupes souvent d'ailleurs, j'aimais bien mélanger les âges, et souvent je leur disais, moi ce que j'attends de vous, c'est quand vous arrivez à l'entraînement, vous aidiez à l'installation, mais pas trop parce que c'est moi qui sais comment installer, mais surtout qu'à la fin de l'entraînement, vous contribuiez à ranger le matériel, à le ranger correctement, etc. Et puis à vous aider aussi, et puis quand on a des compétitions, à contribuer éventuellement ici, aider à la buvette, ici aider à accueillir d'autres athlètes, etc., etc. Donc ça, c'est la contribution à la communauté. Donc on a quand même, dans cette définition de la santé mentale, plein de choses importantes à intégrer pour accompagner les adolescents dans cette période difficile quand même pour eux, pour les aider à être en bonne santé mentale. Donc à la réponse, par définition, est-il possible d'être en bonne santé mentale? J'y répondrai oui, par instant, pas tout le temps. Et c'est ça qu'il faut aussi accepter, c'est que l'adolescent ne peut pas être constamment dans cette santé mentale telle qu'elle a été définie, parce que c'est parfois compliqué, mais on parlera tout à l'heure d'une grande vigilance par rapport, une vigilance, une observation de cette période de vie, de cette période de transformation pour les accompagner vers cette santé mentale. Et puis d'une façon instable et évolutive. Acceptons l'idée que ce qui caractérise l'adolescence, je ne vous parle même pas de crise, on pourrait y revenir tout à l'heure, mais dans l'adolescence, il y a forcément une instabilité. Voilà, et il y a une instabilité souvent à tout point de vue, au niveau émotionnel, au niveau psychique, au niveau même au niveau de la puberté, au niveau de l'identité, et ça va évoluer comme ça, et on doit les accompagner, les parents comme les autres adultes, dans l'éducation nationale ou dans les associations. Un peu de psychiatrie de base pour comprendre l'adolescence. Il y a un comique que les moins de 30 ans ne connaissent pas, ou pas très bien, c'est Pierre Desproges. Et Pierre Desproges, dans un sketch, il disait tu sais comment tu reconnais
un psychotique d'un névrotique, et il répondait, un psychotique, il sait très bien que 2 plus 2 égale 4, et un névrotique, il sait très bien, un psychotique, il sait très bien que 2 plus 2 égale 5, et il s'en réjouit. Un névrotique, il sait très bien que 2 plus 2 égale 4, et des proches disaient, et ça l'emmerde profondément. La définition de la psychose, elle n'est pas complètement satisfaisante. Mais on va retenir que la psychose, c'est un délire. C'est-à-dire penser que 2 plus 2 égale 5, c'est évidemment délirant. Et on caractérise le délire comme étant quelque chose qui est en dehors de la réalité. Hein, donc si je vous dis, moi je pense que je peux maintenant sauter de mon balcon du 7e étage parce que je sais voler, vous voyez très bien que je suis en plein délire, qui d'ailleurs fera m'empêcher d'aller vers ce délire parce que ça va être très dangereux pour moi. Donc tout ce qui est délirant en psychiatrie, c'est tout ce qui est en dehors de la réalité. Et la névrose, pour le coup, 2 plus 2 égale 4, c'est ancré dans la réalité. Notre névrose, c'est prendre conscience que 2 plus 2 égale 4, ce qui veut dire que pour l'adolescent, c'est passer de l'enfance. Alors, excusez-moi de la métaphore et ne la retenez pas d'une manière scientifique, hein, c'est juste pour comprendre les choses. Je dis souvent en plaisantant que les enfants sont un peu délirants. C'est-à-dire que quand ils commencent à prendre la zapette et à dire « Ah, regarde, regarde, et puis de dire « Tiens, regarde, c'est un avion, papa, 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 papa », et je tire avec mon avion, on voit bien qu'on n'est plus dans la réalité, mais il joue, il est dans un monde comme ça imaginaire. Imaginez que l'argent, on peut en trouver n'importe où et qu'ils comprennent pas pourquoi les parents ne vont pas plus souvent au distributeur pour prendre de l'argent. Imaginez que la vie est gratuite. Imaginez que les parents sont formidables. Imaginez même qu'on est immortel, etc. C'est plutôt loin de la réalité. Donc il y a une forme de psychose au sens de plutôt délirant. Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence finalement ? Avec ce cerveau qui commence à rentrer en maturité progressivement, c'est réaliser, et d'ailleurs on les aide à réaliser ça, que la vie n'est pas un jeu, que tout a un prix, qu'il faut travailler pour avoir de l'argent, qu'il faut on peut mourir, qu'il y a des maladies, etc. Bref, tout ce qu'on leur renvoie dans la réalité, on peut parler aussi de l'actualité. Etc., il les amène dans une forme de névrose, le début de la névrose, au sens que il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, voilà, c'est bienvenue dans cette vie réelle. Et là, on rentre dans cette structure névrotique. Et ce qui explique que dans cette adolescence, si on les accompagne pas dans cette structure névrotique, le risque, c'est de décompenser. Et la décompensation, elle va être sur un mode, par exemple, dépressive, ou déprimé au sens de c'est ça la vie, quand on parle des crises existentielles, c'est ça la vie, on vit, on meurt, et donc à quoi ça sert, et puis si je suis vraiment en souffrance dans cette névrose, qu'est-ce que je vais aller chercher en premier traitement ? Les substances. Donc ça va être l'alcool, ça va être le cannabis, et ces substances-là, elles servent à quoi ? Elles servent à sortir un peu de cette réalité, atténuer la réalité. Je dis par exemple que le cannabis, c'est 2 plus 2 égale 4,5. Donc c'est pas complètement délirant, mais c'est plus cool quand même de penser que ça va aller, que finalement on n'a pas tellement besoin finalement de travailler, c'est des conneries tout ça, avec peu on peut bien faire et tout, etc. Bon ça marche sous cannabis, ça marche moins quand on est complètement à jeun. L'alcool c'est l'anesthésiant. Et en plus ça me désinhibe, donc ça me donne ça me désinhibe, donc ça me permet de dire des choses, ça me permet aussi d'aborder éventuellement la personne qui me plaît. Bref, il y a plein de risques du coup du fait de cette structure névrotique qui s'installe, il y a plein de risques d'aller vers des consommations abusives et donc des addictions. On va y revenir tout de suite, mais c'est bien comprendre ce qui se passe au niveau psychologique et psychiatrique, et donc commencer à comprendre quels sont les risques majeurs de l'adolescence. La déprime et la dépression, je rappelle que finalement, c'est un déséquilibre entre les difficultés et les problèmes que l'adolescent peut rencontrer, et voir le stress, puisque ce qui est incroyable, c'est qu'on voit des adolescents qui sont aussi en état de stress, ne serait-ce que par les résultats scolaires, par les notes, par l'orientation, par tout ce qu'on va leur donner un peu comme vision à décider des choses alors qu'ils n'ont pas la maturité cérébrale. Franchement, aujourd'hui, à 15-16 ans, dire donc à cet adolescent de 15-16 ans, avec la maturité cérébrale qu'il a, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Qu'est-ce que tu veux décider ? Alors, on va parler aussi évidemment du Parcoursup.
bah, il y a intérêt à les accompagner par rapport à ce qu'ils sont, ce que vous connaissez, enfin ce que vous pensez qu'ils sont, etc., pour les orienter le mieux possible. Mais c'est très compliqué tout ça. Et ça peut amener aussi du stress. On revient à toutes les choses secrètes que vous ne saurez plus, c'est leurs relations interpersonnelles au collège ou au lycée, donc avec les filles, avec les garçons, une fois de plus mon orientation, bref, il y a quand même beaucoup de difficultés qu'on a revues. Et ce déséquilibre entre les difficultés que rencontre l'adolescent et les plaisirs qu'il va avoir, c'est-à-dire les plaisirs émotionnels, c'est-à-dire les satisfactions qu'il a, les plaisirs psychiques, les bons sentiments qu'il peut ressentir, dont notamment l'amour, le sentiment de fierté, le sentiment de reconnaissance, etc. Et puis tous les plaisirs sensoriels, donc les 5 sens, qu'il va retrouver éventuellement dans ses activités, une fois de plus, extrascolaires. J'insiste beaucoup sur les activités extrascolaires, parce que je pense que c'est une notion très importante pour l'équilibre, pour accompagner l'adolescent aussi dans toutes ces démarches. Si on se contente uniquement du collège et du lycée et les laisser après être dans leurs groupes sociaux habituels de quartier, de village ou autre, ça peut être un peu plus compliqué. Donc l'enfant ou l'adolescent qui rentre en déprime perd le moral. J'ai envie de dire que les adolescents, ils ont des moments de déprime. Bon, c'est des moments de moins bien, c'est des moments où le moral, où leur capacité à sécréter de la sérotonine est un peu moins forte, il va falloir rééquilibrer, on est vigilant, on les accompagne, on essaye de voir un peu ce qui pourrait leur faire plaisir, pas forcément dans la famille, mais aussi en dehors de la famille, etc. Et puis pour éviter justement qu'ils rentrent en état dépressif. L'adolescent qui rentre en état dépressif, il va s'immobiliser. Vous allez le voir complètement s'isoler, par exemple. Ne plus faire ce qu'il aimait faire. C'est un critère, ça. L'enfant ou l'adolescent aimait, une activité et il la fait plus. Ça l'intéresse plus. Alors, c'est pas toujours inquiétant parce qu'il peut aussi avoir envie d'autres activités, mais il faut qu'il ait d'autres envies. Dans la dépression, le critère, c'est je n'ai plus d'envie. J'ai plus envie de rien. J'ai plus envie de sortir. Et le problème chez les adolescents, et c'est ça qui nous inquiète, c'est le risque suicidaire. Pourquoi ? Et on doit l'avoir en obsession. Alors, c'est pas qu'il faut s'inquiéter dès qu'il y a une dépression, mais en tout cas, il faut savoir aborder le risque suicidaire. Ce qui est spécifique, et je veux quand même, il faut vraiment que j'insiste là-dessus, ce qui est spécifique de l'adolescent par rapport, je reformule, ce qui est spécifique de la dépression de l'adolescent par rapport à la dépression de l'âge adulte et par rapport à la crise suicidaire, c'est que ça va beaucoup plus vite chez les adolescents que chez l'adulte. Je vais expliquer les choses. L'adolescent qui rentre en dépression, qui tout d'un coup n'a plus envie de rien, il peut développer une phobie scolaire, n'a plus envie de sortir, alors qui plus est, s'il a des complications de consommation abusive et autres, etc., est en dépression jusqu'à preuve du contraire, donc il faut le montrer pour faire un diagnostic. Et ensuite, il faut être vigilant par rapport à son risque suicidaire, parce que les 3 facteurs du risque suicidaire sont la souffrance, le désespoir et l'isolement. Or, ce qui va très vite chez l'adolescent, c'est le désespoir. C'est-à-dire que comme il est sorti d'une enfance où il était insouciant, etc., qu'il est en crise existentielle, rapidement, il peut être, comme d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, ils sont au bout de leur vie, parce qu'ils ont eu une rupture sentimentale, parce qu'ils ont un échec scolaire, parce qu'ils sont harcelés, parce que, etc., et ils ont l'impression qu'en fait, cette vie-là qu'on leur propose, il n'y a pas d'espoir pour que ça s'améliore. Et donc, le risque, c'est qu'ils soient le plus vite désespérés que l'adulte. Et en plus, deuxième critère spécifique de l'adolescence, c'est qu'il aura tendance à plus facilement à s'isoler, surtout si, mais on reverra un peu plus tard, surtout s'il y a une rupture familiale, au sens où, finalement, dans cette crise-là, les parents sont plutôt en conflit, plutôt en antipathie, c'est un manque d'empathie, manque de chercher à comprendre l'adolescent, et cet isolement, et si jamais ils s'isolent de leurs groupes sociaux, donc de leur âge, ils seront rapidement isolés dans ces idées suicidaires et un risque de passage à l'acte beaucoup plus important. Je dis comme une obsession parce que le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans. La première cause de mortalité, malheureusement, c'est les accidents. Donc, il y a des accidents et après, c'est le suicide. Par définition, c'est un âge où on est rarement malade. Malheureusement, évidemment, il y a des maladies, mais c'est rare. Donc, c'est la deuxième cause de mortalité. Et c'est un gâchis parce que c'est trop tôt. C'est un âge où on peut être désespéré. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Tu peux être désespéré. Tu as le droit d'être désespéré, mais nous, on est là pour te donner toujours de l'espoir. Tu ne seras jamais isolé, on sera toujours là. Voilà. Franchement, dès qu'on est dans le soin avec un adolescent,
bah, il y a beaucoup moins de risques qu'il y ait un passage à l'acte. Donc le risque, c'est qu'on soit passé à côté. On y reviendra si vous avez des questions, évidemment, sur cette notion qui est dramatique, malheureusement. Le risque majeur de l'adolescence, c'est les troubles anxieux. Parce que finalement, c'est une période, on a vu, c'est quoi l'anxiété? C'est imaginer le futur d'une manière négative. Donc déjà, je suis dans une incertitude par définition quand je suis dans l'adolescence. J'ai une crise existentielle. C'est quoi la vie, la mort? Qu'est-ce que je veux devenir? Sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, c'est quoi mon projet de vie, tout ça, hein? Et si on rajoute aujourd'hui, dans une période d'actualité très négative, que ben tu sais, je sais pas si un jour tu auras la retraite, je sais pas si tu vas pas vivre toi une troisième guerre mondiale et qui plus est nucléaire, je sais pas si on n'est pas dans un pays, par exemple ici où on est en pleine décadence, je sais pas quel est ton avenir, je sais pas si tu pourras respirer quand tu auras 50 ans dans des canicules où il fera 50 degrés. Enfin bref, si on rajoute de l'actualité, je crois que vous avez eu une conférence sur cette notion-là, si on rajoute de l'actualité à cette fragilité de crise existentielle, bah, c'est sûr qu'on développera de plus en plus de troubles anxieux. Le risque du trouble anxieux de l'adolescent qui n'est pas diagnostiqué, une fois de plus, le meilleur des traitements qu'ils vont trouver, ce sera plutôt des anxiolytiques naturels comme l'alcool et le cannabis. Donc attention à pas rajouter de l'anxiété à de l'anxiété. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le message que je veux passer en tant qu'adulte et en tant que parent, c'est que je crois que notre rôle, c'est aussi d'être positif, d'être optimiste, d'amener des messages aussi très positifs que tout n'est pas perdu, qu'on va y arriver, qu'on va s'adapter, qu'ils représentent peut-être une génération qui vont transformer ce monde-là. Voilà. Et si on le fait pas, et si on ne les accompagne pas aussi dans l'actualité, ben, ils peuvent sombrer aussi, d'ailleurs, d'une manière collective et que telle une contagion, dans du pessimisme et donc des troubles anxieux. Le risque majeur, bah, je pense que depuis le début de cette conférence, vous avez compris que un des risques, c'est les addictions. Hein, c'est les addictions. Je vous ai mis l'alcool, le cannabis, les psychostimulants, les jeux vidéo. Donc l'alcool pour 5 raisons. La première, encore qu'elle n'est pas très valable chez l'adolescent, c'est que l'alcool, parce que c'est bon. Alors l'alcool pour eux, oui, si, boire des bières, mais c'est pas tellement le goût qu'ils vont aller chercher. Ça peut être aussi du whisky, mais du coup associé à du coca, donc aller chercher du goût sucré, donc c'est pas tellement le goût qui les motive. La deuxième raison, c'est l'anxiolytique, on l'a vu. La troisième raison, on l'a vu aussi, c'est la désinhibition. Et la quatrième raison, c'est la recherche de l'euphorie. Donc finalement, je suis pas bien dans ma peau, au moins quand j'ai bu, je me sens plus euphorique. Et la cinquième raison, c'est l'anesthésiant. Donc du coup, c'est s'anesthésier, anesthésier cette souffrance par l'alcool. Donc un adolescent qui va pas bien a un fort risque d'utiliser l'alcool comme étant son médicament, son psychotrope en tout cas. Le cannabis, d'abord festif, c'est aussi une substance qui va me permettre d'être beaucoup plus cool, de me sortir un peu de cette névrose. Le cannabis festif, c'est une chose, mais par contre, ce qu'on va voir, nous, en soins, malheureusement, c'est le cannabis chronique, c'est-à-dire du matin, midi et soir. Et alors là, franchement, le signe que vous allez repérer, vous, c'est le changement radical. Hein. C'est-à-dire que, très clairement, chute des notes scolaires, il va plus au sport, il va plus au truc, et puis voilà, puis il va préférer de plus en plus rester dans sa chambre du matin au soir, et puis aller voir les copains, qui plus est, s'ils sont dans les mêmes consommations de cannabis. Les psychostimulants, c'est tous les psycho actifs, hein. Donc que ça soit l'ecstasy, puis tous les acides, enfin toutes les comprimés qu'ils peuvent trouver en psychostimulant, l'héroïne, mais l'héroïne, ça sera dans la cocaïne, mais c'est souvent dans un second temps, quand finalement l'alcool et le cannabis ne suffit pas, dans une grosse névrose, je vais aller chercher des substances encore plus fortes. D'ailleurs, l'héroïne, là, c'est pas 2 plus 2 égale 4,5, hein, c'est 2 plus 2 égale 1000. C'est-à-dire que là, c'est rentré dans un truc complètement délirant. Et puis, une fois qu'on est sorti de ça, il faut revenir. Hein, le voyage, plus ou moins agréable. Et puis, je reviens après, il faut revenir dans la réalité. Donc, les psychostimulants qui sont quand même une problématique. Et puis, les jeux vidéo, évidemment. Mais on pourrait rajouter dans les jeux vidéo tout ce qui est écran. Donc, maintenant, les TikTok, on reviendra là-dessus, etc. Parce qu'on sait que regarder des vidéos en permanence, ça lui permet de trouver un peu de plaisir, de sortir finalement aussi de leur névrose.
Je rappelle qu'une addiction, la définition, c'est qu'un comportement que je ne contrôle plus et que c'est le comportement ou la consommation qui prend le contrôle sur l'individu. Ce qu'on doit faire par rapport aux adolescents, c'est qu'ils ont des consommations souvent excessives. C'est quand même faire le diagnostic de l'addiction. La question que je vais leur poser, moi, en consultation, c'est de dire, mais finalement, est-ce que tu es capable d'arrêter? Est-ce que demain, si je te demande d'arrêter, de plus consommer, est-ce que tu pourrais arrêter? Si la réponse c'est non, ça me manquerait tôt, c'est déjà une dépendance. Et si tu avais le désir d'arrêter, même par rapport au manque, est-ce que tu penses que tu pourrais le faire? Et la réponse c'est ben, j'ai l'impression que c'est pas moi qui décide et que je pourrais pas m'en empêcher. Donc on peut aussi faire le diagnostic par faire vivre à l'adolescent, même de votre côté, l'expérience de l'arrêt de la substance. Je pense que vous avez déjà expérimenté, j'imagine, une chose très simple, c'est que partir en vacances, et puis de couper la Wi-Fi, couper les réseaux, etc. Ne serait-ce qu'un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et voir ce qui se passe. Voilà. Il y aura un état de manque. Donc dans tout état de manque, il y a une forme d'agressivité. Et puis après, une fois que l'état de manque passe, eh ben, l'adolescent va se modifier son attitude à nouveau, être à nouveau beaucoup plus calme, etc. Ça veut dire qu'il y avait une forme déjà de dépendance. Vous avez réussi à faire arrêter. Et ensuite, ça va être, une fois qu'il a réalisé cette expérience, de l'accompagner aussi dans le retour à la vie normale, à pouvoir lui contrôler ses consommations ou ses comportements. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, hein. Vous avez vu, j'essaye d'aller le plus vite possible parce que toujours pareil, j'essaye de terminer vraiment à midi pour que vous ayez une demi-heure de questions-réponses. Les risques majeurs de l'adolescence, c'est les conduites à risque. Alors, pas que les addictions, mais malheureusement, il peut y avoir un rapport à l'interdit et à la mort. Les conduites à risque, eh ben, c'est je vais aller, je sais pas, je vais aller hors piste, je vais prendre un vélo et rouler très vite, malheureusement aussi les scooters, et puis c'est toujours plus un peu comme si ce qu'ils allaient chercher c'est puisque la mort existe, bah, je vais la braver, je vais aller tester ça pour aller chercher de l'adrénaline, pour chercher une fois de plus du plaisir. Donc malheureusement dans ces conduites à risque, eh ben, on a des accidents. Et puis on a des mauvaises habitudes aussi qui peuvent se produire à ce moment-là, et il vous a pas échappé qu'après 25 ans, ces conduites à risque, elles diminuent considérablement souvent à l'âge adulte, dans la maturité. Donc c'est accompagner aussi ces conduites à risque. Les accompagner, c'est pas les interdire, c'est braver l'interdit. Donc plus on interdit, plus ça va stimuler plutôt la conduite à risque, mais c'est les accompagner. Pas facile non plus aussi à ce niveau-là. Et puis, il y a un risque majeur de l'adolescence, c'est les psychoses. Donc les psychoses, puisqu'on parle de santé mentale et pas que de santé psychologique, typiquement, bah, c'est l'entrée dans une schizophrénie, c'est l'entrée dans des délires, c'est la bouffée délirante. On sait que dans les psychoses, hein, qui est une maladie de toute façon biologique, hein, ça n'a rien à voir avec les parents, l'éducation ou autre, etc. Bah, c'est à ce moment-là, c'est dans cette période-là, des 15-25 ans, que souvent ces maladies se révèlent. D'ailleurs, au-delà de 25 ans, 30 ans, il n'y a eu aucune révélation. Bah, il est très peu probable qu'une personne développe une psychose. Donc l'entrée dans la psychose, hein, ça peut se faire de manière progressive, mais ça peut se faire aussi souvent par des bouffées délirantes. Et c'est là où on a un problème, c'est que ça peut être des bouffées délirantes, disons spontanées, et c'est parfois des bouffées délirantes qui sont liées à des consommations. Une fois de plus, le cannabis ou d'autres substances qui fait que la personne, enfin l'adolescent, il rentre dans ce monde délirant et puis il revient pas finalement. Donc alors, tout ce qui est discuté aujourd'hui, c'est est-ce que le cannabis, du coup, ou ces substances produisent la psychose, ou est-ce qu'elles sont juste révélatrices de la psychose? Probablement que c'est plutôt la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que elles vont venir révéler la psychose, qui de toute façon se révélera à un moment ou à un autre, même si l'adolescent ne prend pas de substance. Voilà. Donc ça, globalement, le diagnostic, c'est l'adolescent qui va se mettre à délirer. Et là, évidemment, dans la psychiatrie, et je pense pas que vous pouvez échapper au diagnostic et orienter vers la psychiatrie. Alors, un sujet très important, c'est que pendant la période d'adolescence, il vous a pas échappé que la relation à l'adulte, elle se modifie. Alors, elle se modifie tout simplement parce que, je vais revenir après là-dessus pour pas vous perturber, mais elle se modifie tout simplement parce qu'il y a justement une revendication de l'autonomie, et que l'adulte représente justement l'empêcheur de cette autonomie. En gros, imaginons qu'on supprime les adultes à l'âge de 12 ans, ben si l'adolescent il dit ben on est mieux sans les adultes, ben du coup
s'il n'y avait pas d'adultes, s'il n'y avait pas mes parents, s'il n'y avait pas les profs, s'il n'y avait pas d'éducateurs, on ferait ce qu'on voudrait, quoi. Globalement, voilà, on pourrait regarder notre écran quand on veut, on n'irait pas au lycée ou au collège si on n'a pas envie, on ferait ce qu'on voudrait, quoi. Voilà. Donc nous représentons à ce moment-là ce qu'on appelle de manière psychanalytique le surmoi. Et le surmoi, c'est l'interdit. Voilà, donc un peu de Freud, même si je suis pas freudien, mais le Freud, c'est le ça, c'est la pulsion, c'est mes désirs. Donc à l'adolescence, j'ai des désirs. Le surmoi, c'est l'interdit qui est représenté par l'autorité, la morale, la loi, qui fait qu'il faut pas que je peux pas tout faire, j'ai pas tous les droits. Et donc cette opposition entre mes désirs et le surmoi va constituer ce qu'on appelle le moi, c'est-à-dire ma personnalité. Donc si j'ai un surmoi très fort, ben, je vais avoir un moi très faible. Et si j'ai un surmoi absent, ben, je vais avoir une hypertrophie du moi. Donc ça sera moi, 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 moi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que en tant qu'adulte, et je parle pas que des parents, je dis qu'en tant qu'adulte, il est de notre devoir d'accepter cette mission, d'être représenté le surmoi et l'interdit. Voilà. Et sinon, on crée des angoisses parce que comme il y a une immaturité cérébrale, et ben quelque part, et c'est pour ça qu'ils sont un peu dans l'ambiguïté. C'est-à-dire que quelque part, je veux que tu t'éloignes, mais quelque part, je veux pas que tu t'éloignes trop loin parce que quand tu t'éloignes trop loin, ça m'angoisse. Donc c'est là où ni trop près ni trop loin. Et donc, que doit faire l'adulte? Eh ben, l'enfant, enfin l'adolescent, il a besoin de confiance. Et la confiance, c'est un sentiment de sécurité. Et pour obtenir cette confiance, il a besoin de se sentir écouté, compris, soutenu. Et ça, c'est ni plus ni moins le résultat de l'empathie. Et l'empathie, c'est chercher à comprendre. Toujours chercher à comprendre. Et plus on ne comprend pas un adolescent, et plus il faut chercher à le comprendre. Et je peux vous raconter plein de choses. Je peux vous raconter des adolescents qui me sont amenés par des parents. Donc, une consultation avec l'adolescent, les parents, ben, j'écoute d'abord les parents en présence de l'adolescent, ils me disent qu'est-ce qui fait que vous me l'amenez, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, ils me racontent, nanana, je vois l'adolescent qui est là, qui fait la gueule, bien sûr, l'adolescent, adolescente, hein, je fais pas à chaque fois adolescent, adolescente, mais c'est pas une question de sexe. Et puis, ça s'enfonce, puis au bout d'un moment, je dis aux parents, bon, vous avez fini, oui, vous avez fini, bon, maintenant, vous allez me laisser, je demande quand même à l'adolescent qu'est-ce qu'il en a pensé. Souvent, ils disent, ok, les parents sortent, je vois l'adolescent, je dis alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce qu'ils ont dit? Ouais, c'est n'importe quoi, ils comprennent rien, ils m'écoutent pas, de toute façon, ils veulent ci, ils veulent ça, mais moi je veux pas, tac, 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 tac. Donc on voit bien que la relation de confiance, donc cette alliance qui s'est détériorée parce qu'il y a eu un manque d'empathie. Moi, en tant que thérapeute, je vais faire preuve de beaucoup d'empathie. Ben, moi, en tout cas, je vais chercher à te comprendre, etc. Sans partager, sans évidemment être d'accord, mais je cherche à te comprendre. Et la relation de confiance s'établit. Et ensuite, le rôle, c'est de transmettre cette relation de confiance aux parents. C'est-à-dire qu'en tant que parent, eh ben, la prescription, c'est, allez, c'est pas toujours facile, mais plutôt que d'être seulement dans l'autorité, parce qu'il faut être aussi dans l'autorité d'ailleurs bienveillante, chercher à comprendre. Voilà, chercher à comprendre, parce que si vous cherchez plus à comprendre, l'enfant ne se sentira plus écouté, compris, il s'isolera, vous passerez à côté d'éléments. Même quand il y a des choses qui sont difficiles à entendre, eh ben, il faut les respecter. Ça ne veut pas dire qu'une fois de plus, j'insiste, être d'accord, mais au moins, dès que vous avez fait le chemin de chercher, vous restez dans cette empathie, dans cette relation de confiance. Et donc, il y a un outil très important qui est la pyramide de soi dans la construction et qui est un rempart à tout ce qu'on vient de voir. En fait, en gros, si on aide l'enfant puis l'adolescent à construire cette pyramide de soi, il sera beaucoup plus protégé par rapport à tous les risques qu'on vient de voir. La base de la pyramide de soi, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est l'acceptation. Et l'acceptation de soi, c'est aider l'enfant à ce qu'il s'accepte tel qu'il est. Avec ses qualités, avec ses défauts, avec même au niveau physique, hein, avec son surpoids, avec sa maigreur, avec voilà, tu dois t'aimer tel que tu es. Et nous, on doit t'aimer aussi tel que tu es pour construire cet amour de soi et non pas construire un amour propre qui serait un amour qui va se comparer à un modèle que soit les parents aimeraient, que soit le groupe social d'ailleurs de l'adolescent aimerait être. Donc l'amour de soi, c'est l'aider à s'aimer tel qu'il est. Le deuxième étage de la pyramide de soi, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la connaissance de soi. Par définition, évidemment,
l'adolescent ne se connaît plus. Presque l'enfant, lui, se connaît mieux que l'adolescent. Parce que l'enfant, lui, il a ses repères. Il a ses repères des parents, il a ses repères de son école, il a ses repères de sa morphologie, etc. Et à l'adolescence, il y a la perte de tous ses repères, et donc du coup, l'adolescent, souvent, il sait plus ce qu'il est et ce qu'il connaît de lui, il se reconnaît plus déjà au niveau physique, morphologiquement, etc. Donc on doit l'aider et l'accompagner à se connaître sans toujours avoir un miroir. Mais il a quand même besoin de ce miroir. C'est-à-dire que ce qu'on renvoie en tant qu'adulte à cet adolescent, c'est le miroir de ce qu'il est. C'est le miroir de comment il peut s'estimer. J'aime bien cette notion que plutôt que de dire à un enfant « je suis fier de toi », c'est que l'adolescent, ça lui apprend à être fier de lui. C'est-à-dire que c'est pas à moi d'être fier de toi, mais c'est toi qui dois être fier de ce que tu fais. Même honte. Apprends aussi à avoir honte de toi si ça correspond pas à ce que tu penses devoir faire à ce moment-là. Mais c'est pas à moi d'avoir honte pour toi, ou c'est pas à moi de dire j'ai honte de ce que tu fais. Donc ça, la connaissance, c'est le miroir des autres. C'est-à-dire, c'est le besoin aussi de reconnaissance par rapport au miroir des autres, mais pas que, parce que si on veut l'aider à l'autonomie, on doit l'aider aussi à l'autonomie de la reconnaissance et de la connaissance. C'est-à-dire que par toi-même, il faudra que, adulte, tu saches toi qui tu es. C'est ça, avoir une juste estime de soi, c'est s'estimer à sa juste valeur. Ni sous-estime, je suis nul, je suis mauvais, etc., ni surestime. Hein, donc c'est les prendre là, à ce niveau-là, et les aider à construire la pyramide. Et puis au-dessus, on a la confiance en soi, que c'est un terme que je n'aime pas, parce qu'il est trop généralisé, mais il vaut mieux dire confiance dans ses compétences. Et évidemment, comment est-ce qu'on développe des compétences? Il n'y a pas 36 solutions, il faut faire. Et je rajouterais qu'il faut faire. Voilà. Et quand on échoue, ben, il faut refaire. Voilà. Pourquoi? Pour développer tes compétences. Parce que plus l'adolescent saura faire des choses et apprendra qu'il saura faire des choses, plus il va alimenter l'estime de soi, plus il aura une connaissance de soi, même des fois des connaissances qu'il avait sous-estimées parce qu'il pensait qu'il ne saurait pas faire. Et plus il aura une bonne estime de soi, et plus il va alimenter aussi l'amour de soi et de s'accepter. Mais voyez bien que le lien de cette pyramide de soi, c'est que même si tu échoues, même si tu es en difficulté, ça veut dire que tu ne sais pas faire. Mais tu ne sais pas faire maintenant. Et si tu es persévérant, et si on t'aide à être persévérant, tu sauras faire. Et si tu sais faire un jour, ou voire même tu peux renoncer à quelque chose que tu ne sauras peut-être jamais faire parce que c'est pas ton truc, peu importe. Mais tu vas pouvoir estimer que des fois, dans tes valeurs, tu penses ne pas savoir faire, mais en persévérant, tu peux savoir faire. Évidemment, ça va construire quelque chose d'extrêmement important à l'adolescence qui sera durable tout au long de ta vie. Et ça, c'est une pyramide de soi des troubles psychologiques qui va protéger les troubles psychologiques à l'adolescence comme à l'âge adulte. Un adulte qui fait une dépression et qui n'avait pas assez une bonne pyramide de soi, toute la pyramide s'effondre. C'est-à-dire qu'il va falloir reconstruire toute une pyramide après la dépression ou pendant la dépression. Alors que s'il y a une bonne base d'amour de soi, s'il y a une bonne base d'estime de soi, on peut avoir des accidents de la vie, des moments un peu difficiles, ça va pas tout complètement perturber. Et en fait, on a un nouveau facteur qui est arrivé là dans cette construction de la pyramide de soi, et c'est un facteur qu'il va falloir vraiment, comment dire, surveiller de près, c'est les réseaux sociaux. Voilà, et ça c'est nouveau. Et ça, c'est vraiment nouveau. Pour le coup, hein, si il y a bien une révolution, c'est bien ça. C'est-à-dire que on a eu toute une génération où il n'y avait pas ces réseaux sociaux, au sens réseau évidemment virtuel. C'est-à-dire que l'adolescent qui rentrait du collège, il rentrait dans sa famille. Voilà, et il laissait son réseau social au collège. Quand il était en vacances, il était avec sa famille ou avec des amis, mais en tout cas, c'était un autre réseau social. Maintenant, le réseau social, il est permanent. Il est jour et nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parfois même en vacances, même très loin, même au bout du monde, etc. Et il existe. Donc, ce qui crée un réseau, du coup, parallèle, une forme de vie parallèle, il va falloir vraiment surveiller de près parce que dans l'amour de soi, alors, on va pouvoir débattre après, hein, mais globalement, on est bien d'accord que le réseau social, ça favorise plus un amour propre qu'un amour de soi, puisqu'on est quand même sur des réseaux d'images. Et d'images de performance, de réussite, d'amis, etc., etc. Donc moi, je peux pas m'aimer parce que je suis pas aussi populaire, ou moi, je fais rien d'extraordinaire comme les autres font, etc., etc. Et donc ça crée de l'amour-propre. Et ce qui fait que je vais être complexé, je risque d'être complexé, etc. Donc il est important d'être en antidote à dire ça, c'est tes réseaux, et on doit, une fois de plus, par empathie, les respecter, mais en antidote, ramener ça, c'est comme ça qu'on te voit là, mais il y a autre chose aussi.
pour construire un amour de soi, inconditionnel, et s'accepter tel que l'on est. Et pareil pour l'estime de soi, du coup, ça va être une estime, une connaissance qui va être comparative aux autres. Ah ouais, mais moi, par rapport aux autres, je suis au-dessus, je suis en dessous, je fais rien, etc. Et puis la confiance dans ses compétences, regardez tous les réseaux sociaux qui nous montrent des choses, des performances, de compétences. Est-ce que je suis capable de faire? Je vais vous montrer qu'on peut monter telle chose en 2 minutes, et puis il y a ci, il y a ça, puis je suis intelligent, je suis innovateur, etc. Et ça montre aussi un biais très important d'une construction de compétences, alors que non, on n'est pas obligé d'avoir toutes ces compétences pour réussir. Donc je ne suis pas contre, évidemment, en tant que médecin, les réseaux sociaux, je dis juste qu'il faut les surveiller en parallèle, parce que du coup, en tant qu'adulte et en tant que parent, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et en exemple, vous avez parfois votre adolescent qui va plutôt bien, qui est bien, tout, etc., et qui tout d'un coup, pof, il est sur son portable et il se met à être agressif, il se met à se renfermer, à s'isoler, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce réseau. On rajoute aussi les réseaux sociaux, il n'y a pas que TikTok, Instagram, tout ça, il y a aussi les jeux en réseau qui sont aussi une forme de nouvelle activité sociale avec des réseaux qui sont aussi qui peuvent être aussi perturbants. Donc ça, c'est important aussi de les avoir en tête par rapport à ce qui peut modifier cette construction de la pyramide de soi. En conclusion, ça peut paraître un peu, alarmant ou négatif ce que je suis en train de dire, mais c'est les médecins, malheureusement. Les médecins, nous, on a un biais de recrutement, c'est qu'on voit souvent des personnes qui vont pas bien. Globalement, les adolescents, ils vont bien. Ils vont très bien même. Mais ils vont bien comme un adolescent peut aller bien. C'est-à-dire avec cette fragilité, cette instabilité, cette inconstance, et j'aime bien dire que l'adolescence, elle se surveille comme le lait sur le feu, ni trop près ni trop loin, et qu'on doit être en mesure de les accompagner. Des jeunes couples parfois viennent me voir et me disent on attend un heureux événement. Ah bon, c'est quoi l'heureux événement? Ça y est, on attend un enfant, très bien, c'est de bonnes nouvelles. Et il faut comprendre que quand on désire un enfant, on désire un bébé d'abord, et puis ça va devenir un enfant. Mais j'ai rarement vu des parents dire nous on fait un enfant parce qu'on aimerait bien avoir un adolescent un jour. Voilà. Et puis un adolescent qui grandit et qui va devenir après un jeune adulte, jusqu'à 25 ans parfois, voire Tanguy encore un peu plus loin. Donc il faut juste avoir conscience que quand on met au monde, qu'on va accompagner ce magnifique bébé, puis après ce nourrisson, puis cette première d'ailleurs un peu crise d'adolescence vers 18 mois, 24 mois, premier âge d'opposition. L'enfant, on va plutôt l'accompagner une fois de plus obéissant et plutôt soumis, quoique des fois ils sont déjà en opposition, donc ça commence à être inquiétant. Et puis après il y aura l'adolescence, où là ça va être un bel accompagnement qu'il va falloir mettre. Mais j'aimerais finir sur cette note très très positive, parce que par définition, l'adolescence est une période de complète transformation physiologique et psychologique. Il faut accompagner avec bienveillance. On avait fait une conférence sur la bienveillance, c'est-à-dire empathie et indulgence, capacité à excuser, à pardonner. Il faut être très patient. Non, il faut être très 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 patient. L'éducation, c'est une transmission de valeurs, ça se transmet pas comme ça en une phrase, donc il faut être très très patient, nous-mêmes très persévérants, et il faut être très vigilant, et une vigilance d'amour, c'est-à-dire par amour, je veille sur l'évolution de cette adolescence. Et puis quand même, ça reste une période, moi, fascinante à observer, comme la mue d'une chenille en papillon. Alors Christophe, avant la prise de parole, me disait attention, la chenille en papillon, c'est une transformation. La mue, c'est juste un changement de peau, mais j'insiste quand même que c'est quand même une mue, parce qu'il va pas se transformer du jour au lendemain en papillon. Ce qui n'est pas le cas de la chenille globalement. Hein. Et non, c'est la chenille qui se transforme petit à petit en papillon, et puis quand il sera en papillon, et comme ça, il pourra voler de ses propres ailes et puis vivre sa vie. Et je crois que on a réussi à être parents de cette adolescence-là, quand l'adolescent est devenu adulte, qu'il est totalement autonome, qu'il n'a plus besoin de nous, au sens besoin, mais par contre, il a très envie de continuer à venir nous voir. Voilà.
J'ai ma propre grand-mère un jour qui avait dit, tu sais que tu as réussi ta vie de père ou de mère le jour où tes enfants, qui sont devenus adultes, auront encore envie de venir te voir alors qu'ils n'ont pas besoin de venir te voir. Voilà, ça sera ma conclusion. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez été très nombreux et maintenant il nous reste à répondre, j'imagine, à de nombreuses questions ou interrogations parce que il est bien possible que je n'ai pas pu tout aborder en 1 heure.